dans le temps. Et déjà, nous vivons depuis déjà 3 ans dans une situation assez sévère au niveau des eaux de surface dans les barrages du nord du pays. Il y a 3 ans, on n'a même pas dépassé 1 milliard de mètres cubes, alors que normalement, en moyenne, on doit avoir 1,5 milliard et si on peut dire une capacité beaucoup plus importante que ça. Donc les problèmes peuvent se compliquer avec un peu les changements climatiques et peut-être que nous vivons dans cette période de changement climatique. Ça, il faut le confirmer. En Tunisie, actuellement, on mobilise pratiquement 2 milliards de mètres cubes, disons. C'est de 2 milliards 400 millions qu'on peut mobiliser à travers 34 barrages, 230 barrages collinaires et 894 lacs collinaires. Pour les eaux souterraines, les choses sont tout à fait différentes. Les eaux souterraines, au niveau des quantités, on a beaucoup plus d'eau dans le sud tunisien. Mais avec une autre contrainte qui est quand même très importante. C'est que dans le sud tunisien, ce sont des eaux non renouvelables, c'est-à-dire une exploitation pratiquement minière. C'est-à-dire tout mètre cube qui est prélevé, exploité, il est perdu, si on peut dire, entre parenthèses. C'est-à-dire il n'est pas renouvelable. Et ça, c'est une contrainte très, très importante. C'est-à-dire sur les 2 milliards 100 millions de mètres cubes, on a pratiquement 30%, c'est-à-dire 650 millions de mètres cubes qui se trouvent dans le sud tunisien. Ce sont des ressources non renouvelables. Dans le centre et le nord sont des ressources renouvelables et ils sont relativement surexploités. L'exploitation des eaux dans le centre et le sud, dans tout le pays, disons, pour les eaux souterraines, les prélèvements sont plus importants que les ressources. On a actuellement, en recense, des prélèvements de l'ordre de 2,5 milliards de mètres cubes, alors que les ressources sont de l'ordre de 2,1 milliards de mètres cubes, sans compter les prélèvements illicites. Donc vous voyez la pression qui est sur les ressources, et surtout les ressources en eau souterraine. Et ça pose beaucoup de problèmes. Pour vous donner une idée, c'est que dans le sud tunisien, on a des baisses annuelles de l'ordre de 1 mètre par an. Et dans certaines régions, on a même plus. Et maintenant, même dans le centre, on a des prélèvements, des baisses piézométriques, des baisses dans les puits, dans les forages, qui peuvent atteindre dans certaines régions 1 mètre. Et ça peut poser des problèmes au niveau d'épuisement des ressources et aussi sur la qualité de la ressource en eau. Et surtout, il y a un autre problème au niveau des eaux souterraines, c'est que la qualité des eaux souterraines en Tunisie, elle n'est pas aussi très bonne. Pour vous donner une idée, on a uniquement 30% des ressources qui ont une salinité inférieure à 1,5 g par litre. On a 50% de la ressource des eaux souterraines entre 1,5 et 3 g. Et on a pratiquement le reste supérieur à 3 g. Donc la qualité n'est pas aussi de bonne qualité. Ce qui fait que vous allez voir par la suite, il y a beaucoup de projets de dessalement d'amélioration de la qualité pour les eaux potables. Donc ça pose un problème au niveau de la ressource. Au niveau des utilisateurs du usage de l'eau, il y a, vous savez très bien, comme toutes les régions déjà, l'agriculture consomme pratiquement 80%. Par la suite, on trouve
l'eau potable, presque 20%. Mais l'eau potable, quand même, 20%, et il exploite les meilleures qualités. Par la suite, on trouve l'industrie et le tourisme. Donc, vous voyez très bien, donc, on a beaucoup de travail à faire au niveau de l'économie d'eau, au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour minimiser les pertes, que ce soit au niveau des conduites, au niveau de l'irrigation, et peut-être de changer un peu les pratiques au niveau du choix de culture qui consomment beaucoup d'eau. Il y a le problème de l'eau en Tunisie. Essentiellement, ce sont des problèmes de sécheresse. Merci, M. Khalfir. Je pense qu'on va demander maintenant à M. Siddiq de nous présenter un peu sur l'eau potable en Tunisie, la situation de l'eau potable, de l'assainissement, et que ce soit en urbain ou dans le milieu rural. Merci madame, merci à toute l'assistance de m'avoir invité à cet après-midi, à voir ce film et discuter d'un sujet vital pour la Tunisie. J'ajoute peut-être un petit détail par rapport à ce qu'a présenté M. Khalfir. Nous avons un volume total exploitable, mobilisable en Tunisie de l'ordre de 4,8 milliards de mètres cubes. Ça nous donne un quota par habitant de l'ordre de 450 mètres cubes par habitant et par an. Toutes choses confondues. Production, c'est-à-dire tout besoin confondu. Et ça nous classe en dessous de la barre des pays qui sont pauvres en eau. Donc c'est un manque structurel. Donc c'est pas conjoncturel, mais c'est structurel. Ça c'est un détail qu'on retrouve à chaque fois, encore plus lorsque nous avons des années, des dizaines d'années, où on voit la sécheresse telle que ces 3 années successives. Maintenant, j'en reviens à l'eau potable. L'eau potable, bien sûr, c'est une priorité. Et comme on a vu dans le film, les Nations Unies ont mis le droit à accès à l'eau comme une priorité. C'est un droit tout citoyen. Encore plus dans notre pays, nous avons dans notre constitution l'article 44 concernant l'eau potable. Ça confirme tout ça. Je vais essayer de brasser très vite la situation de l'eau potable en Tunisie parce que le temps qui m'est alloué est très court, parce que c'est un sujet qui mérite des heures de discussion. Si on se place le début des années 80, c'est-à-dire en 1981, nous avons un taux de desserte en milieu rural de l'ordre de 24%. 24% en 1981 dans le rural de la Tunisie, sachant que le rural compte à peu près 35% de l'habitation, de la population. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons aux alentours de 3,6 millions d'habitants dans le monde rural et nous avons bien sûr le reste dans les zones urbaines. Donc en 81, c'était aux alentours de 24%. Et ça a progressé en fonction des projets et des divers plans qui ont mis l'accent sur l'accès à l'eau potable. Mais la définition de l'accès à l'eau potable a changé par décennies. C'est-à-dire qu'on dit, pendant les années 80, on considère qu'un citoyen a accès à l'eau un citoyen du rural a accès à l'eau lorsque l'eau se trouve à une distance de 3 km de chez lui. Il est compté comme desservi en eau potable. Pendant les années 90 jusqu'à 2000, cette distance a été réduite à 1000 mètres, 1 km. Et puis, à partir de l'année 2000, c'est 500 mètres. On considère qu'un citoyen a de l'eau lorsqu'il se trouve à une bonne fontaine ou un point d'eau à 500 mètres. Et à partir de 2005, nous avons essayé de faire des projets de dessert direct dans les locaux, dans les maisons. Et à l'état actuel, nous avons un taux de dessert dans nos campagnes de l'ordre de 95%. C'est-à-dire que dans le monde rural, il y a 95% qui est desservi avec une distance d'accès à l'eau de 500 mètres, avec 500 mètres maximum, avec à peu près 40% qui ont de l'eau directement
dans les logements. Mais les 5% restants, il y a une vision futuriste pour avoir accès à l'eau, à atteindre un taux de 98% d'ici l'an 2020, c'est-à-dire fin du présent plan. Encore reste 2%. 2%, c'est pratiquement 70 000 habitants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2%? Ce sont des solutions, chercher des solutions locales avec, bien sûr, soit des points d'eau, des forages, soit des sources d'eau, soit également de leur amener de l'eau avec les moyens usuels, étant donné que ce sont des zones qui sont très difficiles dans les montagnes, ou bien très éloignées, où il y a le coût d'installation ou d'emmener d'eau est très coûteux, et donc ce sont les 2 derniers pourcents, 2% qui méritent bien sûr un travail colossal pour atteindre un pourcentage assez correct et une couverture totale. Dans les zones urbaines, on peut dire que c'est 100%, quoique sur les environs de quelques villes, il y a quelques habitations, ou bien quelques dizaines d'habitations qui n'ont pas, mais on peut considérer qu'on est à 100% de desserte. Globalement, si on compte le monde rural et le monde urbain, on est presque à peu près à 98% de desserte. Ça ne manque pas de problème, bien sûr. Il y a un problème par rapport au coût, par rapport à la tarification, et dans des zones, il y a par rapport à la qualité de l'eau. C'est pour ça que la SONET a engagé depuis maintenant 4 années un grand projet en collaboration avec des bailleurs de fonds pour adoucir l'eau pour à peu près l'équivalent à 31 000 mètres cubes par jour dans des localités surtout du sud et du centre du pays. Et encore mieux, faire recours à l'eau, je dirais l'eau de mer, c'est des eaux non conventionnelles, c'est une stratégie, bon, c'est un choix bien sûr, qu'on ne peut pas s'en passer, surtout pour les zones où la pluviométrie manque, ou bien pour les zones où les ressources en eau souterraines voient leur qualité dégradée, ou bien d'emblée elle est dégradée, telle que le sud-est, le sud et le centre. Donc il y a un grand travail, mais en parallèle, il y a le travail de la tarification, le travail du coût de l'eau, parce qu'en moyenne, par exemple, je prends le cas de la SONET maintenant, le coût moyen du mètre cube d'eau, à peu près 800 millim. Le coût moyen. Le prix moyen de vente est aux alentours de 700 millim. Donc il y a 100 millim, un gap pour la SONET, une perte sèche. Ici, la SONET distribue à peu près 500 millions de mètres cubes par an. Donc il y a 50 milliards de pertes chaque année. Oui. Merci, M. Sadir. Le sujet est très intéressant et très pertinent. Et je suppose qu'il va y avoir beaucoup de questions, que ce soit sur la qualité de l'eau ou sur le dessalement, qu'est-ce que ça coûte côté environnemental ou côté coût économique. Aussi sur l'assainissement, sûrement il y aura des questions. Je vais demander maintenant à M. Christian Leduc de nous présenter le rôle de la recherche dans le domaine de l'eau en Méditerranée et particulièrement en Tunisie. Alors, je pense, il y a plusieurs choses à dire. C'est qu'effectivement, on a bien évoqué les problèmes de rareté de la ressource en eau en Tunisie. Ce n'est pas le cas extrême de la Méditerranée. Il y a des pays qui sont encore pires. Il y a aussi d'autres pays qui sont beaucoup mieux pourvus en eau, ne serait-ce que la France, l'Italie, la Turquie, qui sont très 10 fois mieux pourvus en eau. Donc bien évidemment, une première question, c'est d'essayer d'identifier, de repérer le mieux possible les ressources disponibles pour essayer finalement de les exploiter. Donc ça c'est la première, on pourrait dire une première fonction qui est assignée à la recherche, que d'essayer de mieux connaître la ressource. Et puis, comme l'a dit M. Romfir, finalement, cette ressource, elle n'arrête pas d'évoluer. Dans bien des cas, elle est surexploitée. Donc, cette évolution, il faut aussi qu'on comprenne pourquoi et comment elle se produit. Et puis qu'on essaye de l'anticiper. Et donc, là aussi, on a un rôle à la fois d'observation de l'état actuel, d'anticipation des évolutions futures, sachant qu'on a
faut pas se faire d'illusions. Quels que soient les bilans qu'on va proposer, on a des incertitudes énormes autour de ces bilans. On essaye de réduire ces incertitudes, mais elles sont encore très fortes. Et puis, au-delà de ces aspects de connaissance sur la ressource elle-même, il faut beaucoup mieux comprendre qu'on ne peut le faire actuellement, le comportement des usagers. C'est pareil, comme M. Rumfir tout à l'heure citait la méconnaissance qu'on a sur les usages non déclarés, non officiels, non recensés. C'est quelque chose de très important. Ça existe, et ça existe depuis des décennies en Tunisie, comme dans tous les pays du monde. Et ça, c'est une réalité. Et même si c'était une réalité non officielle, on doit la comprendre, on doit la prendre en compte. On pourrait dire aussi pour la sonnette, tous les prélèvements illicites sur les conduites, bien évidemment, on a besoin de comprendre pourquoi et comment ça se passe. Donc ça veut dire que finalement, la recherche, on doit passer de plus en plus d'une recherche qui, on pourrait dire, dans les années 1950-1960, était une recherche extrêmement technique, où on imaginait que simplement la recherche allait être capable d'amener des solutions techniques et de résoudre les problèmes. Et puis au fur et à mesure des décennies, les scientifiques sont passés à une vision beaucoup plus modeste à la fois de leur contribution et puis de leur rôle, parce que ne nous faisons pas d'illusions. Quand on voit, par exemple, dans le film, mais c'est évidemment valable dans tous les pays du monde, ces travaux gigantesques faits pour essayer de transférer les eaux du Nil au travers des marais du Sud-Soudan, c'est une décision politique, ce n'est pas une décision scientifique. Donc il faut bien se dire que très souvent les décisions qui sont prises sont des décisions politiques qui se basent, si tout va bien, sur des arguments scientifiques, et qui parfois ne sont pas du tout basés sur des arguments scientifiques. Donc voilà, c'est un peu... Les scientifiques peuvent contribuer à la prise de décision, ils l'influencent rarement. Merci, Monsieur le Duc. Et je pense que dans le film aussi, on a vu un grand rôle de la société civile et des associations. Et on va voir l'association, la TAE, donc Monsieur Hazim qui va nous la présenter. Et on aura le témoignage de composé de chercheurs, d'agronomes, d'agriculteurs, d'étudiants, des citoyens et des citoyennes engagés. Donc c'est une organisation à but non lucratif comme toutes les associations. Les bénévoles et les volontaires s'attachent exclusivement à une mission d'accompagnement de l'agriculteur dans le champ pour diffuser des bonnes pratiques permettant de conserver ou de renouveler la fertilité des milieux vivants dans le sol et le principal support. Donc la TAE constitue un réseau de transmission de savoir, d'expérience, de compétences dans le domaine de l'agriculture pour la protection des écosystèmes naturels afin d'assurer la pérennité de ressources dont la ressource en eau fait partie. Donc il faut indiquer tout d'abord que nous ne sommes pas des spécialistes, nous proposons et appliquons des modes de travail qui réduisent le recours à l'irrigation ou qui empêchent et diminuent le ruissellement. Parmi ces techniques, on peut citer l'utilisation d'imités, qui sont des mélanges de cultures, des céréales, des légumineuses et des crucifères et bissicacées, qui permettent de créer une sorte de riz artificiel entre les champs pour être fauchés et utilisés par des agriculteurs pour leur bétail ou broyer et laisser sur place pour garder l'humidité du sol et limiter l'évapotranspiration lors des saisons sèches. Donc, en collaboration avec l'Institut français et dans le cadre d'un projet fiscal qui s'intitule Ensemble pour une agriculture environnementale, on a installé 19 hectares d'humités chez différents agriculteurs dans la région du Nord, selon l'objectif de l'agriculteur, donc pour le pâturage ou le forage ou le couvert végétal. On travaille aussi sur l'introduction des cultures, des légumineuses qui sont des cultures pionnières avec leur système racinaire profond qui permet de garder le sol et de couvrir en permettant de diminuer l'évapotranspiration et augmenter l'humidité lors des saisons sèches. On travaille aussi sur la promotion des biofertilisants à travers l'inoculation de semences telles que le mycorhize et les rhizobias qui ont un effet positif sur le développement des plantes en les aidant à tolérer le stress abiotique lié au changement climatique tel que la sécheresse et le stress salin et permettant aussi une meilleure
assimilation des nutriments par les plantes, ce qui limite l'utilisation des engrais chimiques, ce qui aussi permet d'éviter la pollution des nappes par les produits chimiques et l'eutrophisation des cours d'eau. On peut parler aussi de la mise en place des pratiques culturelles préservant le sol, telles que le non-labour et le paillage, donc limitant le ruissellement et l'érosion, ce qui évite l'envasement des barrages à côté. Travaille aussi sur la multiplication pluviale de semences qui résistent au stress hydrique, tels que le blé paysan, l'avoine noire, la luzerne africaine. On a installé cette saison agricole 8 hectares de multiplication dans les différentes régions du Nord. Et en collaboration avec l'association Les Amis de Cap, qui est un collectif d'acteurs pour la plantation et la transition environnementale, qui est une jeune pousse de l'économie sociale et solidaire fondée par des anciens volontaires de l'association, qui met en œuvre des systèmes agroforestiers pour lutter contre le changement climatique et renforcer la solidarité auprès des agriculteurs. Avec Cap, on plante des arbres en Tunisie en symbiose avec des agriculteurs partenaires et des acteurs engagés de la société civile, tels que notre association, et on propose aux entreprises et aux particuliers et aux collectivités des solutions pour réduire l'empreinte écologique via le mécanisme de la compensation de carbone. Donc l'agroforesterie a beaucoup d'avantages en faveur des ressources en eau. Les racines des arbres et les bandes enherbées sous les lignes des arbres facilitent l'infiltration de l'eau, des pluies dans le sol et stoppent l'érosion par percolation. Donc ces arbres permettent également de créer un microclimat au niveau des parcelles qui favorise un effet brise-vent et tamponnent sur l'évapotranspiration, ce qui permet d'améliorer la capacité de stockage de l'eau et de diminuer les brûlures du soleil au niveau du sol. Oui, merci Hazem. Est-ce qu'on peut voir Mariam, alors qu'est-ce qu'elle fait Alors, j'ai du mal à dire que je suis agricultrice. Disons que je gère une exploitation agricole, c'est une reconversion professionnelle et je le fais depuis 2011. L'exploitation agricole que je gère se trouve à Mornac, donc dans le sud de Tunis, dans le nord de la Tunisie quand même, qui est quand même réputée pour être à l'origine une région dans laquelle il y a finalement beaucoup plus d'eau que dans le sud de la Tunisie, le Sahel ou ailleurs. Ce que je veux dire, un premier bémol, une première remarque, c'est que vous ne m'en voudrez pas, évidemment, je n'ai qu'un recul depuis 2011, ce qui est assez peu dans le temps finalement. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble avoir entendu, puisque c'est mon père qui a mis en place cette exploitation, avoir entendu mon père qu'en moyenne, la pluviométrie sur Mornac était entre 550 pour arriver à 600 mm d'eau annuellement. Depuis 2011, très clairement, il y a une baisse, puisque je note, à chaque fois qu'il y a de la pluie, combien nous recueillons d'eau sur l'exploitation. Et la baisse est quand même nette. Je pense qu'on tourne désormais davantage autour de 450-500 mm les bonnes années. Cette année, à titre d'exemple, sachant qu'on comptabilise du 1er septembre au 31 août, année agricole, à ce jour, j'ai comparé à l'année dernière 200 mm de pluie en moins que l'année dernière. C'est-à-dire que cette année, je n'ai que 247 mm de pluie qui sont tombés sur l'exploitation. Donc la première source d'eau, c'est la pluie, d'accord, très bien. Mais la deuxième source, l'autre source d'eau sur l'exploitation, c'est 2 forages et ce que j'appelle l'eau publique agricole, c'est-à-dire l'eau du canal du Nord. Pareil. Les forages, le débit a considérablement diminué. J'ai pour souvenir, encore une fois, d'avoir entendu mon père dire qu'il avait environ entre les 2 forages, il arrivait à une trentaine de litres par seconde. Pour être très honnête, je n'ai pas à mesurer, mais on est très loin des 30 litres par seconde et ça se voit à la rapidité à laquelle le bassin d'eau, à partir duquel on réinjecte l'eau sur l'exploitation, enfin le bassin met beaucoup plus de temps à se remplir. Au-delà, donc bon, si vous voulez, la nappe phréatique de Mornac, il est connu qu'elle est surexploitée, notamment aussi ces dernières années du fait du forage de sondages illégaux en grand nombre, malheureusement, avec aucun contrôle de la part des autorités, malheureusement. Donc la deuxième source d'eau, c'est l'eau du canal du Nord. Et là aussi, la diminution est drastique, il n'y a pas d'autre mot, dramatique, puisque là j'ai retrouvé des données depuis 2008.
Entre 2008 et 2015, disons, on pouvait avoir entre 120 000 et 130 000 mètres cubes d'eau qui nous étaient desservis par les eaux du canal à l'exploitation sur l'ensemble de l'année. En 2016, on est passé à 76 000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire la moitié. Et en 2017, moins de 30 000 mètres cubes d'eau. Donc vous imaginez la diminution des rendements. Dramatique. Les recettes ne suivent plus du tout. Et en même temps, bon, comme pour tout en Tunisie, les intrants ayant augmenté, les dépenses ont augmenté. J'ai essayé malgré tout de limiter les dépenses. J'arrive à le faire relativement, mais les recettes, en tout cas l'année dernière, n'ont absolument pas couvert les dépenses qui avaient été engagées. Donc face à tout ça, et sachant que c'était aussi une préoccupation personnelle, avec des interrogations autour de une philosophie, disons, on va dire écologiste, même si je ne passerai sans doute pas au bio, j'ai décidé donc d'essayer de voir comment il serait possible de faire face à cette crise, puisque c'est vraiment une crise. Alors, l'exploitation a été dotée d'un système de goutte à goutte, mais la première étape a été déjà de tout rénover, le système, pas tant du goutte à goutte, mais le réseau primaire de l'exploitation et la mise en place sur une grande partie de l'exploitation d'un système d'automatisation des vannes pour vraiment contrôler la durée des arrosages. Et puis la modernisation de la station de tête et de la fertigation à l'intérieur de l'exploitation. Mais c'est aussi, bon ça c'est une première étape qui a été financée sur fonds propres et ça coûte un bras malgré tout, c'est vraiment bon. Et aujourd'hui la question c'est finalement j'ai fait cet investissement qui est amortissable disons sur 10 ans du point de vue comptable, je ne suis pas certaine de l'amortir. Pourquoi? Parce que je n'ai même plus d'eau pour le faire fonctionner. Et c'est... c'est quelque chose de très difficile à voir, se dire que les arbres sont en train de mourir. L'année dernière, j'ai des arbres qui sont morts. Et donc, si je n'arrive pas à préserver le capital, je ne ferai rien du tout. Sachant que la terre ne nous appartient pas, c'est une location, c'est du domaine de l'État. Des questions se posent très, très, très clairement. Donc, mis à part cette modernisation, essai tentative de modernisation du système d'irrigation, j'essaie également, avec l'aide de l'ATAE, de mettre en place un certain nombre de nouvelles techniques culturales, notamment avec les métayes pour faire du paillage, pour essayer de limiter l'évapotranspiration, mais aussi, bon, ce sont des essais encore, hein, c'est pas généralisé, mais bon, voilà. J'essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de labour, pour éviter que justement en ouvrant les sillons, on laisse l'eau s'évaporer. Mais ces pratiques-là, l'introduction de ces nouvelles techniques culturelles est plus ou moins bien acceptée en réalité par le chef de culture, qui ne comprend pas que finalement on essaye de modifier. Et c'est réellement pour moi un problème, faire accepter que l'on va faire de l'agriculture autrement. Merci, ok. Merci Mariam. On va laisser au public, on va ouvrir donc le débat s'ils ont des questions. On a un quart d'heure, hein, c'est ça? À 20h30 un peu plus. Okay. Merci de faire des questions le plus courtes possible pour qu'on ait la possibilité d'interagir après. Bonsoir, je suis président de la mémoire terre de Tunisie. On a parlé de tout, de nos ressources d'eau, mais en oubliant notre civilisation d'eau et notre patrimoine de ce que nous possédons à travers toute la Tunisie et ses îles, comme ouvrage d'eau depuis l'Antiquité. Or, ce patrimoine, je vous cite tout simplement comme modèle et exemple celui de l'île de Gerba,
où nous possédons un patrimoine très important. Nous n'avons pas de rivière, nous n'avons pas de barrage, mais nous avons tout récemment 2 stations de dessalement des eaux. En oubliant nos 11 000 impluvions sur les 512 km², il y a 11 000 impluvions. Et il y a également 7 500 Menzel qui ont leur autonomie d'eau. Parce que chaque rouge, chaque Menzel, chaque habitation possède sa citerne et son impluvion. Nous avons également exploité la nappe. Posez votre question, s'il vous plaît, pour que ça puisse. Posez votre question pour que ça puisse débattre. La question, oui. La question, c'est qu'on a oublié ce patrimoine à mettre en valeur et on a oublié notre civilisation. Merci pour les intervenants. Oui, je vais me permettre de répondre tout de suite. Alors, merci beaucoup pour cette question. Regardez ici, rien que la Médina de Tunis. Combien elle possède de citernes? Complètement. Combien elle a vécu de siècles sans le réseau de la SONED? Je suis complètement d'accord avec vous, mais je vais même remonter encore plus loin, puisque quand vous regardez le patrimoine, vous citez le patrimoine hydraulique de Djerba, qui est intéressant, mais n'allons pas très loin, regardons le lac-duc de Zarouane. Et le lac-duc de Zarouane, il a encore 2000 ans de plus que les... Il y a Zarouane, il y a Carthage, il y a Douga, il y a... C'est bien ce que je veux dire. Et donc, nous sommes d'accord que toute cette exploitation ancienne des sources, de cette récupération de l'eau, effectivement, qui a... N'oublions pas aussi les bassins des Aghlabides sur Akérouan. Tout ça, ça correspond à une tradition qui effectivement était complètement abandonnée. Et on est bien d'accord que maintenant, la question de l'insuffisance de l'eau, c'est aussi une réaction individuelle de gens qui délaissent, par exemple, tous les impluviums de Djerba, enfin pas tous, mais il y en a un bon paquet qui sont abandonnés, effectivement. Et on peut aussi retourner la question aux particuliers. Pourquoi vont-ils décider d'abandonner? Par quelle facilité? Parce que finalement, le service de la SONED est de bonne qualité et que finalement, ça demande moins d'efforts de payer la facture de la SONED que d'entretenir son impluvium. Oui. Juste pour répondre à monsieur Patrick, bon, j'ai dit qu'il faut des heures pour discuter ce sujet. Si on veut parler de patrimoine, il nous faut au moins 3 heures ou 4 heures. Mais juste pour avoir quelques chiffres. Vous avez cité 11 000 impluviums, comme vous citez Fasqi Omej à Djerba. Nous avons dans le sud-est 220 000 impluviums. Nous avons des ressources sur toute la chaîne de Makmata jusqu'à... S'il vous plaît. Oui. On dépense des milliards pour construire des barrages, alors que notre patrimoine... Je m'excuse, je parle des impluviums qui sont exploités jusqu'à nos jours. Moi-même, chez moi, j'ai 4 impluviums. Ne vous inquiétez pas, je les entretiens. D'autre part, les ressources sur les zones montagneuses où la pluviométrie ne dépasse pas les 80 à 100 mm. Ce sont des ouvrages qui collectent de l'eau et ayant l'eau dans les ressources jusqu'à l'équivalent de 400 mm. Et on fait des productions et des rendements extraordinaires. Donc, ce n'est pas, le sujet de citer le patrimoine. Nous avons en discuté toute une matinée. Mais on a un sujet bien défini concernant les ressources en eau, l'eau potable à l'état actuel, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur? Parce que le problème se pose actuellement pour l'eau potable, pour la pénurie d'eau, aussi bien pour l'irrigation que pour l'eau potable. Pour l'irrigation, je dirais, il y a des zones où on ne peut plus irriguer parce qu'il n'y a pas d'eau. Pour l'eau potable, si on ne fait rien, si on ne fait pas l'économie d'eau, et si on n'aura pas suffisamment d'eau pluviale, on risque d'avoir des
restriction d'eau potable. Donc le sujet actuel, il est urgent. Voilà. On va s'il y a d'autres questions. Merci, bonsoir. Moi, là, je rebondis sur monsieur qui est parti, là, vous l'avez chassé. Non, mais effectivement, le fait de réparer toutes ces citernes, toutes ces possibilités, tout ce patrimoine ancien, c'est peut-être une réponse à votre question, monsieur le ministre, non? Enfin, je dis ça naïvement, moi, vous savez. Je le dis puisque des générations et des générations, disons, ont trouvé cette solution, ben, autant la remettre et la restaurer, non? Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que actuellement nous avons des subventions pour la réparation ou pour la construction de 50%. Et d'ailleurs, il y a je dirais des dizaines, des centaines qui se font réparer dans les régions où il y a ces citernes. Ces citernes, c'est magique, c'est fasrire, de différents diamètres. Vous savez, il y a depuis quelques dizaines de mètres cubes, de 20 ou 30 mètres cubes. Il y en a qui font 500 mètres cubes ou même 1000 mètres cubes. Il y en a qui datent depuis maintenant 70 ans et qu'on a entretenu. Donc, dans les zones éloignées, dans les parcours. Donc là, ne vous inquiétez pas, les encouragements et les investissements et les subventions existent dans les textes financiers. Merci. Merci. Bien que je sois arrivée un peu tard pour le film, mais je trouve qu'il était vraiment super. Je voudrais juste intervenir pour 2 points par rapport au problème de l'eau et aux problématiques de l'eau. Le premier, c'est un problème de changement de mentalité par rapport à un nouveau contexte. Que fait-on pour? Est-ce que le changement de mentalité, je pense qu'il y a un grand travail à faire pour l'avenir. Le deuxième, ça a été cité par l'association, c'est l'agriculture autrement. Comment donc comment on devrait s'adapter dans le monde agricole par rapport à ce changement. Donc moi je pense qu'il y a un grand travail à faire sur ces 2 points et je pense que ça va être pour l'avenir une chose très très importante. Merci. Posez votre question. Si je peux me permettre juste un tout petit commentaire. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'effectivement, clairement, les solutions ne sont pas que techniques. Elles sont aussi culturelles, elles sont aussi très pratiques, elles sont de tous ordres. Et donc, effectivement, d'arriver à faire comprendre, par exemple, dans les zones un peu reculées, qu'il ne suffit pas de rejeter les eaux usées du village ou de la ville dans l'oued, et puis en attendant que ça soit emmené par la prochaine crue vers les zones un peu plus basses, et puis, Inch'Allah, tant pis, hein, l'essentiel, c'est parti chez les voisins, c'est plus chez nous. Donc, je pense qu'effectivement, ne serait-ce que des formes d'éducation comme ça, de ne pas rejeter, si on regarde un peu le nombre de dépôts, de margines totalement sauvages un peu partout dans le paysage tunisien, et l'augmentation extrêmement importante de l'oléiculture en Tunisie, ça va nous amener aussi une multiplication de ces dépôts de margines sauvages, qui sont autant de sources de pollution. Je pense que là, effectivement, on a une éducation à développer, une prise de conscience aussi à développer, que finalement on est tous à utiliser des ressources qui sont communes et qui sont souvent maltraitées. Je suis complètement d'accord avec vous. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on a vraiment une politique claire de la gestion des ressources en eau en Tunisie? Parce que je me suis toujours demandé pourquoi, par exemple, on ne pas imposer aux hôteliers d'avoir justement leur citerne propre d'eau pluviale, de recueil, de traitement des eaux grises. C'est-à-dire ça nous économiserait beaucoup d'eau déjà et beaucoup d'énergie aussi. Et aussi, bon, enfin, je ne vais pas entrer dans un autre débat, celui par exemple je trouve que c'est comparable à la gestion on
pourrait avoir par exemple des stations photovoltaïques, ou enfin exploiter l'énergie solaire dans tous les hôtels qu'on ne fait pas. Donc voilà. Sur le code des eaux. Il y a une dame qui a une question. Alors, ma question, elle rejoint un peu la question de Adam. D'une part sur l'économie d'eau, par exemple, et sur la préservation aussi de l'eau. Par exemple, la semaine dernière, j'étais de passage à côté de la station Mandela et il y avait une fuite d'eau, énormément d'eau potable, elle était en train de fuir. On ne sait pas quel numéro appeler pour dénoncer ça. Est-ce qu'il y a une possibilité de promouvoir, si on voit des dépassements, que ce soit des accidents sur les réseaux de la sonnette, ou bien aussi des dépassements au niveau des voisins qu'on voit tous les jours. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'utilisation des eaux usées traitées, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de gaspiller une eau, on ne peut plus se permettre de gaspiller 80% des eaux usées traitées dans la mer. Comment peut-on améliorer cette réutilisation, que ce soit chez l'agriculteur ou dans la ressource des nappes? Voilà, merci. Merci. Je crois que le sujet est très complexe, étant donné qu'il y a des enjeux, il y a des axes d'amélioration sur lesquels il y a encore beaucoup de travail. Moi, je cite au moins trois axes. Un, l'économie de l'eau. On en a fait des choses depuis le programme national de l'économie de l'eau qui a démarré en 1995 jusqu'à maintenant. Ça permet de faire beaucoup de choses au niveau de l'irrigation, au niveau de l'eau potable, au niveau de l'efficience des réseaux, mais il reste beaucoup de choses à faire. Donc l'économie de l'eau au niveau des utilisateurs, au niveau des réseaux. Utilisateurs en tant qu'agriculteurs ou bien l'eau potable. Si, par exemple, si je prends le cas de l'eau potable, la consommation moyenne d'un habitant est aux alentours de 88 litres par jour et par habitant. Sur les 88, il boit 2 litres. Et puis le reste pour les autres utilisations. En milieu rural, tout à l'heure, j'ai parlé d'un taux de 24% en 81. Oui, ça a progressé jusqu'à actuellement 95%. La consommation moyenne était de l'ordre de 29 litres pendant les années 80 jusqu'à 90 par habitant dans les zones rurales. 29 litres par jour. Par la suite, ça a augmenté jusqu'à 40 litres. Et depuis maintenant, je dirais une dizaine d'années, au niveau rural, on consomme aux alentours de 50 litres par jour et par habitant. Et dans le milieu urbain, on consomme aux alentours de 88. Ça cache des extrêmes. Il y a des zones où on consomme 250 litres, 300 litres par habitant. Et sur les 300 litres, il y a 2 litres qui sont bu, puis le reste est utilisé pour d'autres encore plus. Je pose une autre question qui se pose à l'état actuel. À l'état actuel, on fait le dessalement de l'eau saumâtre. Gerba, Jardis, Gebs, Qarqna. Et ça coûte aux alentours de 800 000 livres jusqu'à 1 dinar le mètre cube. Prochainement, le mois prochain, la mise en service de la station de Gerba, de dessalement de l'eau de mer, qui va coûter 2 dinars par mètre cube. Donc vous avez 2 dinars par mètre cube de l'eau de mer dessalée et presque 1 dinar de l'eau saumâtre dessalée. Dans l'utilisation, dans les chasses d'eau, donc on se permet d'utiliser les chasses d'eau d'une eau qui coûte très cher. Donc c'est une question de travail qui nécessite une intervention de la recherche pour trouver une solution à ce, parce qu'on est en train de perdre des solutions. Voilà. Utiliser en circuit fermé. Non, ça c'est théorique, mais la pratique. Partout. La deuxième question, ou bien la deuxième question qui se pose également, l'énergie, l'économie de l'énergie. Lorsqu'on parle de l'eau,
Bon, l'eau, le coût de l'énergie fait entre 30 et 50%. Il y a des fois qu'il arrive à 60% de l'énergie, du coût de l'eau, 60% d'énergie dans le coût de l'eau. Surtout lorsqu'on se trouve dans des zones où on fait des séries de pompages, des pompages successifs. Pour en savoir plus, par exemple, lorsque vous ouvrez le robinet d'eau à Sfax, il faut savoir que cette eau provient, par exemple, du barak Sidi Barak. Et pour arriver à Sfax, donc on est contraint de passer par des étapes de pompage, des séries de pompage. On fait le pompage Sidi Barak Matar, puis on fait le pompage ici à Bjawa, un autre pompage à Sousse, puis Karkar jusqu'à arriver à Sfax. Et tout ça, c'est l'énergie. Donc, le choix, bien sûr, c'est l'énergie, peut-être l'énergie solaire. Il y a des utilisations ou bien des projets et des essais qui ont réussi, mais quand même, l'énergie, c'est un axe dans le coût de l'eau et qui coûte très cher. Le troisième axe, c'est la recherche scientifique. Tout à l'heure, vous avez parlé de recherche scientifique. La recherche scientifique, au niveau de l'agriculture irriguée, essayer de s'éloigner dans les périodes où la consommation est maximale, ou bien trouver des semences qui utilisent moins d'eau. Également dans l'agriculture pluviale, s'il y a un grand travail maintenant qui se pose, ou bien au niveau duquel il y a une économie d'eau possible, c'est l'eau pluviale, c'est l'agriculture pluviale. Bon, il y a des choses qui ont été faites, mais il en reste beaucoup. Merci, monsieur. Voilà, donc ce sont des axes qui, je vois pas mal de chercheurs qui sont ici présents avec nous, ce sont des sujets d'actualité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Ok, merci. On va s'il y a encore des questions. Bonsoir. J'aimerais savoir, pour avoir des données sur l'eau et sur la méthode de collecte de ces données-là, auprès de la SONED, auprès de la direction des barrages, est-ce que c'est possible? Certainement que je m'y prends mal. J'ai essayé à plusieurs fois d'avoir ces données-là qui ne sont pas tout à fait disponibles. Après, quand vous dites pour l'eau potable, vous avez parlé de l'utilisation de l'eau potable et du pourcentage les critères de potabilité. J'aimerais bien savoir quels sont les critères de potabilité retenus. C'est vrai qu'il y a aussi un côté recherche pour l'utilisation de l'eau, mais il y a peut-être aussi à penser sur le bon sens par rapport à l'utilisation de l'eau en agriculture et sur l'usage industriel et aussi sur l'usage en ville. Et je peux juste citer un exemple. Par exemple, je renvoie sur plusieurs régions de la Tunisie, et notamment du côté du Caban, l'irrigation de parcelles pour produire du gazon. Et après, sur certains hôtels, on a pas mal de superficie en gazon. Est-ce qu'il est raisonnable d'utiliser cette eau-là pour l'irrigation de telles cultures? Merci. Oui. C'est quand même une question et on va terminer en clôture le débat. C'est une réponse sur les... Si vous voulez répondre, tu les ressources en eau, les données sur les ressources en eau. Concernant le taux que j'ai avancé par rapport à la desserte en eau en milieu rural, 95% actuellement, avec une distance maximale de 500 mètres. Les deux opérateurs qui font les réseaux d'eau potable en milieu rural sont la SONED et la Direction générale du génie rural de l'exploitation des eaux, qui sont presque à moitié. La SONED en fait 52% et le reste, le génie rural, qui est une direction générale du ministère de l'Agriculture. Et donc, ils font leur travail en parallèle parce que la SONED opère dans les localités qui sont aux alentours de 4000 habitants et plus, et le GR dans les zones, le génie rural dans les zones dispersées. Concernant maintenant les données, bon, vous pouvez soit contacter le ministère au niveau du génie rural,
ou des barrages, si vous en avez besoin, des données concernant les barrages, et également la Direction générale des ressources en eau, M. Khanfir ici présent, peut vous donner encore plus de détails. Le site de l'ONAGRI aussi. Oui, le site de l'ONAGRI. Oui, pour les données, premièrement, on peut les trouver même au niveau de l'Institut de statistique. Ce sont des données qui se trouvent annuellement, qui sont publiées par l'Institut national statistique chaque année. Donc on trouve les données sur les barrages, sur les eaux souterraines, sur l'irrigation, ils seront publiés, il n'y a aucun problème. On peut les retrouver aussi au niveau du ministère de l'Agriculture. Bon, il y a des données qui sont publiées, il y a des données qu'on devrait les demander directement des services techniques. Peut-être c'est pas aussi facile de les trouver, mais on peut toujours les avoir. Il y a aussi au niveau du site de l'ONAGRI, on peut trouver. Et il y a aussi au niveau, ils sont publiés par le ministère de l'Environnement dans le, comment on s'appelle, il y a une publication qui se fait au niveau du ministère de l'Environnement où on trouve toutes les données sur le secteur de l'eau. Merci. Merci à vous, à tout le public, et merci aux panélistes. Donc merci tout le monde, et on clôture donc cette session, cette journée, ce débat film. Merci surtout les panélistes d'avoir accepté de débattre avec nous ce soir, malgré leur tardif. Donc merci, encore merci à vous. Merci.